Nouvelle session de l'information sur Speedline TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Au sommet de cette édition, dans la commune de Koma, des femmes vendeuses de Douévi, ces petits poissons très prisés sur les marchés ont franchi une étape importante. Elles se sont constituées en association. L'événement a été marqué par la présence du maire de la commune. Fatigue chronique, démotivation, ces signes ne sont pas anodins. Le burn-out ou épuisement professionnel gagne du terrain dans le monde du travail, chez les cadres comme chez les employés. Comment savoir si l'on est concerné? Peut-on l'éviter et surtout comment s'en sortir? La réponse dans un instant. Et puis, en interactualité écartée de la liste provisoire des candidats, l'ancien président du mouvement pour la renaissance du Cameroun a déposé un recours devant le Conseil constitutionnel ce lundi. Merci de nous recevoir chez vous avec cette livraison de l'actualité. Les femmes qui s'investissent dans le commerce des poissons Frétin, encore appelé Douévi, dans le marché de Koma dispose d'un creuset dénommé Association des vendeuses de Douévi au marché de Koma. Portée sur les fonds baptismaux ce dimanche, la dite association a pour objectif de prôner l'union et la défense des intérêts des vendeuses de cette espèce de poisson au sein du marché. La cérémonie a été honorée par la présence du maire, Bena Kofi Atarokwe, suivant. Elles sont des femmes qui opèrent dans la chaîne de commercialisation du poisson frétin, communément appelé Douévi, au marché de Komé. Le dimanche 27 juillet 2025, elles ont donné une nouvelle dimension à leur secteur d'activité en portant sur les fonds baptismaux leur creuset dénommé Association des vendeuses de Douévi au marché de Komé. Une initiative qui a reçu l'assentiment du maire de la commune. Bernard Kofi Adaopé, de par sa présence, a donné plus d'éclat à l'événement qui a eu pour cadre l'enceinte de la gare routière de Komé. On est venu installer officiellement leur bureau pour pouvoir quand même animer leur corporation, pour éviter un temps soit peu les déviances. Il faut qu'il y ait de bons temps qu'elles restent ensemble pour pouvoir quand même s'organiser, parce qu'elles vont jusqu'au Ghana, jusqu'au Togo pour pouvoir ramener tout cela. Nous sommes venus rester à leur côté pour leur dire voilà, à partir d'aujourd'hui, de savoir désormais qu'elles sont dans une association qui peut quand même les aider à aller de l'avant. Par la voix de sa présidente, l'association des vendeuses de Douévi au marché de Komé entend fonctionner en lien avec les directives de la mairie. Midi la odo kudo mairie do asiamebe kokonti e kokonamia mia edo esamiti nangbe egbe fifi angbe titi ngbale o mia modo ne mi khokho mi vexi na ho me kaka va geme ke juro mia so egbe fifi a kudo mairie be peperentia nu o magba na yun si anu layi me promettre ne merbe so egbe dia sigbele kene yebe abe efen tutu tik ke mi tunale ke betina ngbe ya magba ti ngbe o dat azan ko do na mia no le mia be gao so va no na o. Décider de se réunir sous la bannière d'une association, la démarche est noble et porte en elle des germes d'une structuration, gage d'un avenir meilleur de ce secteur d'activité. Que la chose puisse évoluer, qu'on va jusqu'à l'enregistrement, qu'elles aient un numéro d'association. Et que ça ne soit pas seulement à commun, qu'on va jusqu'à faire des partenariats avec les vendeurs de Cotonou, les vendeurs du Ghana et les vendeurs de Lomé. Nous, en tant que la mairie, nous entendons travailler avec eux la main dans la main pour que les tests soient respectés. Ce qui nous concerne essentiellement, c'est le recrutement qui nous concerne et l'assainissement du marché. Étant donné qu'elles sont dans l'association, ça c'est facile. Il suffit d'appeler la personne pour dire que tel jour a telle chose, au lieu d'aller chercher la personne qui a fait ça. L'association des vendeuses de Douévi au marché de Komé est dirigée par un bureau de 5 membres. Autre volet de l'actualité, le Bénin met en œuvre diverses stratégies pour la promotion des séries scientifiques, notamment la construction de lycées techniques et agricoles, le soutien aux filières scientifiques, l'accompagnement des filles dans ces domaines et l'appui à la recherche scientifique et à l'innovation dans l'enseignement supérieur. Analyse d'un enseignant de mathématiques dans cet élément signé
Romaric Kadossa et Bernardin Bonoubo. Le gouvernement est arrivé dans un contexte où l'éducation était vraiment en berne. Notre système éducatif ne fonctionnait plus avec les grèves perlées. Nous avions un faible taux de réussite, le niveau qui dégringolait à vive allure. Et le président Talon, à son arrivée, a eu le courage, le mérite de remettre tout à plat, tout à zéro. Et cela a donné une réforme en profondeur du système éducatif. Et cette réforme, sur plusieurs années, a commencé à donner les fruits. Les fruits qui ont corroboré les promesses des fleurs. Et du coup, vous pouvez voir que cette année, ça a été l'apothéose. Et surtout des séries scientifiques où, depuis quelques années, une politique de mise en valeur des séries scientifiques a été déployée pour permettre en fait aux plus jeunes de s'intéresser aux séries scientifiques, surtout les séries C où l'on enseigne les mathématiques et les physiques, qui en réalité sont le fondement, le socle même du développement d'une nation. Parce qu'aucune nation dans le monde ne peut se développer sans les technologies. Et pour faire les technologies, pour faire les sciences et technologies, il faut avoir un bon background en physique et en mathématiques. Alors, les réformes qui ont été conduites, nous pouvons en citer quelques-unes, où le contrôle des présences dans les établissements d'enseignement secondaire. Il y a eu également l'instauration de ce que l'on appelle les bachotages, c'est-à-dire que des révisions que l'on conduit avec les apprenants. Et donc cela suppose que déjà en avril, les programmes sont terminés. C'était un peu difficile pour les acteurs, dont moi-même et l'un des acteurs principaux. Mais quelques années plus tard, nous nous sommes rendus compte que le jeu en valait la chandelle. Il fallait des actions fortes pour remettre un peu d'ordre dans le système éducatif. Et permettez-moi de saluer au passage le travail qu'a fait notre regretté le ministre Kouaro, qui pour ma part, pour avis personnel, a quand même fait un travail de fond sans une main de fer dans un gant de velours. Et je crois que ça a donné les résultats que nous avons vus. Et nous félicitons et remercions le gouvernement, mais nous proposons également que le gouvernement puisse également jeter un coup d'œil à l'endroit des enseignants, améliorer leurs conditions, surtout nos amis les AME qui travaillent dans des conditions très difficiles. La science a un rôle fondamental. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère de l'intelligence artificielle, IA. Nous sommes à l'ère de la cybersécurité parce que nous pouvons noter une recrudescence de la cyberattaque. Et ce que nous appelons le phénomène que nous appelons en griffe les Gaiman, qui attaquent sur le plan numérique les données personnelles et peuvent les voler en fait ce qu'ils veulent. Donc, déjà, avant d'aller sur les implications, nous voulons dire aux téléspectateurs d'éviter de laisser traîner leurs données sur la toile. C'est un conseil d'experts en sécurité des systèmes d'information. Parce que en fait, vos données, vous pensez que vous n'êtes pas connu, mais vous êtes connu. Et vos données peuvent même servir à entraîner des intelligences artificielles. Et l'on ne peut pas faire l'intelligence artificielle ou l'on ne peut pas parler de cybersécurité, l'on ne peut pas parler de développement d'une nation sans les mathématiques et les sciences physiques. Et si nous avons un appel à lancer, c'est encore de renforcer toutes les dispositions prises pour permettre d'élever le taux de fréquentation des classes scientifiques de façon à permettre en fait au Bénin d'amorcer son développement technologique comme les grands pays, la Chine, l'Inde, l'Allemagne, pour ne citer que ceux-là. Je vous l'annonçais dans les titres, lorsque le Sud devient quotidienne, que la motivation s'effondre et que toute énergie semble absente au travail, c'est peut-être le signe d'un burn-out. Loin d'être un simple coup de fatigue, ce syndrome d'épuisement professionnel peut avoir des conséquences graves. Comment le reconnaître à temps, l'éviter ou s'en relever? Un expert en médecine du travail nous explique les clés de cette réalité ignorée. Le burn-out, comme son nom le dit, c'est un nom anglais. Burn-out, c'est brûler à l'intérieur. Donc ça relève du stress chronique. Donc quand le sujet qui fait face à une sollicitation professionnelle qui dépasse ses capacités, donc il a pris du temps
pour tenir face aux sollicitations professionnelles pendant longtemps, puisque c'est une question de durée, il finit par se fondre, il finit par perdre toutes ses énergies et là, il va dans un état d'épuisement total. C'est difficile que l'individu lui-même se rende compte qu'il est en situation de burn-out. De toute façon, il commence par déjà présenter lui-même des signes de malaise, d'inconfort. Il n'arrive pas à supporter, d'accord? Il n'arrive pas à supporter les charges qui lui sont confiées. Il perd d'énergie. Il ne donne pas la réponse qu'il faut par rapport à la demande qu'on lui adresse. On lui demande un rapport dans 2 jours, dans 3 jours, jusqu'à 1 semaine, il n'a pas encore livré le rapport. Ça donne déjà des signes que l'individu perd ses capacités. Il peut être au départ quelqu'un qui est performant, mais à un moment donné, on commence à se rendre compte qu'il n'est plus du tout dans le travail. En griffe, c'est qu'il n'est plus dans son plat, comme on peut le dire couramment. Donc quelque chose commence par mal aller, mal se passer à ce niveau-là. On peut lui suggérer d'aller en consultation psychiatrique pour recevoir des conseils, soit sur le psychologue, soit sur le psychiatre. Il peut commencer à développer des signes d'ennui, des signes d'anxiété. Ça, c'est des manifestations d'ordre psychologique. Les manifestations d'ordre physique, c'est que la personne se sent fatiguée de plus en plus. Asthénie chronique, fatigue chronique. On cherche par tous les moyens pour le soigner, on n'y arrive pas. Pourquoi pas changer d'activité? Parce que s'il ne peut pas tenir à un poste donné, il peut peut-être tenir à d'autres postes. D'accord? Donc on peut lui faire pouvoir changer d'activité, changer de poste. On peut lui faire changer d'environnement. On peut l'affecter à un autre poste ou à une autre tâche. Donc il y a tous les moyens possibles pour corriger ces états de stress. Mais quand ça va au burn-out, là c'est le terminus. C'est que l'individu est bloqué. Au plan individuel, l'individu aussi doit pouvoir s'entraîner à pouvoir gérer son quotidien. Il ne doit pas concentrer trop de tâches dans un même temps. Donc il doit pouvoir se donner un certain nombre de priorités. D'accord? C'est à travers son organisation qu'il peut gérer de façon souple et simple ses sollicitations. Nous poursuivons donc ce journal avec l'actualité hors du Bénin. Des bandits membres de gangs criminels dans le nord-ouest du Nigeria ont massacré 33 personnes qui avaient été enlevées en février malgré le paiement d'une rançon de plus de 30 000 $. Zamfara fait partie des États du centre et du nord-ouest du pays qui depuis des années sont terrorisés par des gangs criminels qui mènent des raids meurtriers dans les villages. Le reportage. L'État de Zamfara dans le nord-est du Nigeria est en deuil. Selon les témoignages des habitants, des ravisseurs ont tué 33 personnes qu'ils avaient kidnappées en février dernier, malgré le versement d'une rançon. Manira Idara, l'administrateur politique local, a confirmé ces assassinats sans en préciser le nombre exact. En février dernier, 51 personnes ont été enlevées dans le village de Banga, parmi eux 3 femmes enceintes. La rançon a permis la libération de 18 otages, le sort des 33 autres personnes a été plus tragique. Ces violences ont initialement éclaté en raison de conflits entre éleveurs et agriculteurs au sujet de droits fonciers et de droits d'accès à l'eau. Face au chaos, des gangs se sont immiscés entre les communautés, profitant de la faible influence du gouvernement pour asseoir leur autorité. Dans un communiqué, le gouvernement de Zamfara a condamné ces meurtres, les qualifiant de barbares et de lâches, ajoutant que les meurtriers seraient traduits en justice. Au Sénégal, l'enquête sur les violences politiques observées entre 2021 et 2024 est officiellement ouverte. Au moins 80 personnes sont mortes et des dizaines d'autres grièvement blessées durant ces années lors d'affrontements avec les forces de l'ordre ou lors d'échauffourées entre civils. C'est le ministre de la Justice qui a déclenché la procédure. Suivons. Au Sénégal, la justice ouvre officiellement une enquête sur les violences politiques qui ont secoué le pays entre 2021 et 2024.
Dans le viseur, des faits graves tels que des meurtres, des actes de torture, des assassinats. Selon le journal L'Observateur, c'est le ministre de la Justice, Ousmane Diaye, qui a saisi le procureur général pour lancer la procédure. Le dossier a été transmis au procureur de la République de Dakar, Ibrahima Oudoy, chargé de diriger les investigations. Cette démarche marque un tournant alors que la loi d'amnistie votée sous le président Macky Sall avait jusque-là ralenti le processus judiciaire. Toutefois, des zones d'ombre subsistaient quant aux infractions encore poursuivables. Désormais, l'enquête visera clairement les crimes de sang considérés comme hors du champ de l'amnistie. Un travail préparatoire discret mais approfondi a été mené pour clarifier le cadre juridique. Objectif, remonter la chaîne des responsabilités et établir la vérité sur ces événements tragiques qui ont coûté la vie à au moins 80 personnes. Au Cameroun, la tension monte à l'approche de l'élection présidentielle prévue le 12 octobre prochain. Maurice Kamto, principal opposant au président Paul Biya, a vu sa candidature rejetée. Loin de se résigner, l'ancien président du mouvement pour la renaissance du Cameroun a décidé de contre-attaquer en déposant un recours officiel devant le Conseil constitutionnel. Le reportage. L'opposant Maurice Kamto a déposé lundi un recours devant le Conseil constitutionnel pour contester sa disqualification provisoire au scrutin du 12 octobre. L'ex-président du MRC est absent des 12 concurrents, désireux de succéder à Paul Biya, 92 ans, dont 43 à la tête du pays. Le dossier du candidat du mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie Manidem a été rejeté samedi par Elections Cameroun, l'organe chargé de l'organisation des élections, pour pluralité d'investitures. Ceci suite au dépôt d'une autre candidature sous la bannière du Manidem, le parti politique qu'il représente. Depuis, l'éviction du deuxième à l'élection de 2018 alimente les débats et suscite de vives critiques de l'opposition. Chez les observateurs internationaux, elle soulève des inquiétudes. Le département de la Sûreté et de la Sécurité des Nations Unies a prévenu que l'exclusion de candidats pourrait entraîner des manifestations publiques de grande ampleur. En République démocratique du Congo, plus de 40 personnes ont été tuées lors d'une attaque menée par un groupe affilié à l'État islamique dans le nord-est du pays. Une vingtaine de victimes étaient des fidèles qui participaient à une veillée nocturne dans une église de la ville de Komanda lorsqu'ils ont été attaqués par des combattants des forces démocratiques alliées. Suivons. L'État islamique a revendiqué la responsabilité de l'attaque meurtrière contre une église dans le nord-est de la République démocratique du Congo. Le groupe militant a fait l'annonce sur sa chaîne Telegram lundi. Les autorités de Kamanda avaient déclaré que les rebelles soutenus par l'État islamique étaient responsables de la mort d'au moins 38 personnes dimanche lors de l'assaut sur l'église de la ville. L'attaque a fait au moins 43 morts, dont 19 femmes, 15 hommes et 9 enfants, a indiqué la mission de paix des Nations Unies, la MONUSCO. Très vite, l'armée congolaise avait imputé le drame aux combattants des forces démocratiques alliées AFD. Komanda se trouve dans la province de l'Ituri, en RDC, riche en minéraux et théâtre de conflits entre divers groupes armés depuis des décennies. Les États-Unis et la Chine se sont mis d'accord sur le principe d'un cadre de mise en œuvre de l'accord qu'ils ont conclu le mois dernier pour résoudre leurs différends commerciaux. La semaine dernière, le président américain Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping avaient eu une conversation téléphonique visant à apaiser les tensions des dernières semaines. C'est après moi. La Chine et les États-Unis poursuivent leur cycle de négociations économiques et commerciales à Stockholm, en Suède. Objectif, obtenir une prolongation de la trêve tarifaire de 90 jours, négociée à Genève en mai dernier. Ce deuxième cycle de négociations doit en principe durer 2 jours. Dans la guerre commerciale déclenchée par le président américain Donald Trump, les deux pays étaient parvenus à un accord sur un cadre général des droits de douane le 11 juin à Londres, à la suite d'entretiens téléphoniques entre les deux présidents. En Suisse, Washington avait accepté de ramener les droits de douane sur les produits chinois de 145% à 30% en échange d'une baisse similaire de Pékin de 125% à 10% pour 90 jours.
Pour ce nouveau cycle de négociations, les deux parties entretiennent encore le suspense sur leurs intentions. Reste à savoir si elles parviendront à faire durer l'accalmie sur les marchés boursiers. Nous sommes à la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Suivez-nous en continu sur speedlinetv.bj/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook et YouTube.